Bonsoir. Merci d'être présents. Je pense que d'autres personnes vont nous rejoindre pour cette conférence. Ça fait du Larsen. Pour cette conférence de Mitja Kless, que je remercie de sa présence toute cette semaine et ce soir en particulier, pour nous présenter son travail de scénographe et de son agence Klapisch Kless, autour de la thématique de l'erreur et du raté comme source de progrès, d'avancement et d'évolution des projets. Voilà, donc cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre de la semaine du workshop accrochage, donc mise en espace. Et je vous remercie, Mitja, encore une fois, de votre présence, d'avoir accepté notre invitation, qui, je n'en doute pas, va enrichir les réflexions autour de l'exposition que les étudiants vont pouvoir avoir ensuite. Je vous laisse la parole, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Merci. Bonsoir, donc peut-être en quelques mots me présenter. Donc je suis Mitja Kless, j'ai fondé en 2001 une agence avec une collègue qui s'appelle Marianne Klapisch, une agence de scénographie dans le champ de la muséographie. Concrètement, on a mis en scène des expositions dans différents musées de sciences, musées de la mode, musée des beaux-arts, musée d'histoire, voilà. Notre métier, il a consisté à rencontrer des commissaires d'expo qui nous délivrent un savoir ou des artistes et à transformer ce savoir ou cette collection en une médiation pour le grand public. Donc j'ai fait ça dans le cadre de cette agence pendant 20 ans. J'ai quitté l'agence il y a 3 ans pour venir m'installer sur le territoire et j'ai parallèlement fait un certain nombre de workshops qui m'ont, avec des étudiants notamment, qui m'ont beaucoup enrichi et qui m'ont beaucoup appris sur la façon dont on fait ce métier. Et il y a quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises, c'est pourquoi est-ce qu'on est inhibé, pourquoi est-ce qu'on est incapable des fois de se lancer dans un projet, on est face à notre page blanche et on n'ose pas y aller. Et j'ai supposé, j'ai émis l'hypothèse que c'était parce qu'on avait peur de l'erreur. De se tromper, de trébucher, de paraître ridicule, je ne sais pas qu'est-ce qui traverse cette inhibition, mais il me semble qu'il y a à cet endroit-là quelque chose, et peut-être assez spécifique à notre culture, qui tend à nous inhiber. Et donc, j'ai essayé de comprendre quels étaient les ressorts de cette inhibition et surtout essayer de retourner en fait le problème. J'ai pas la prétention d'énoncer des vérités, hein, c'est pas ma position, c'est juste une sorte d'observation que j'ai faite de la façon dont étaient menés ces métiers. Et si dans votre entourage d'autres personnes pensent différemment, ça me va très bien, parce que je pense que c'est précisément dans la contradiction qu'on réfléchit le mieux. Donc j'ai pas de souci avec ça. Moi j'ai passé 20 ans à tenter de convaincre des jurys que ce qu'on leur proposait c'était formidable, infaillible, et en fait, parce qu'en fait je pense qu'un jury il a besoin de se rassurer avec ça, mais dans le processus du travail c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que il me semble que l'idée quand on fait un projet, eh ben, il est faillible, il a des erreurs, il est imparfait, c'est précisément ce qui va permettre de l'améliorer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a admis, eh ben, on accepte de le retravailler, de le repenser, d'y revenir, et du coup, déjà, on s'autorise à poser un premier jet, et puis ensuite, on
on le retravaille. Et ça, ça paraît finalement assez anecdotique, mais pour le coup, je trouve que en termes de méthode, si ça c'est acquis, eh ben on est beaucoup plus léger, beaucoup plus libre dans sa conception, dans sa recherche, pour se libérer de son carcan qu'on se met soi-même et tenter des choses et être audacieux et être, à mon sens, plus intelligent dans notre processus de conception. Moi, en fait, je pense qu'il faut le dire et le redire, c'est-à-dire qu'on peut se tromper, on peut réessayer, et c'est ça qui est absolument génial dans nos métiers, dans notre activité. C'est précisément d'aller sur des territoires qui sont à défricher. Mais pour y aller, il faut accepter qu'on va en terrain inconnu et qu'on va peut-être trébucher, qu'on va en ressortir, on va aller sur un autre territoire. Et donc, encore une fois, ça fait partie du processus de création que de s'aventurer sur des terrains sur lesquels on n'irait pas, parce que si on est trop convaincu qu'il faut qu'on réussisse du premier coup. Et du coup, voilà, c'est plutôt cette conférence, c'est plutôt une réflexion sur la méthode. Alors, et à ce titre, il y avait cette citation qui me plaisait bien de ce scientifique qui disait « N'abandonnez jamais votre droit à l'erreur, car vous perdriez la capacité d'apprendre des choses nouvelles et d'avancer dans la vie. » Et effectivement, revendiquer le droit à l'erreur, revendiquer, et peut-être même que le terme erreur n'est pas adapté dans ce contexte-là, mais revendiquer la possibilité de faire, d'aller à un endroit et d'en revenir parce qu'on juge que c'était pas la bonne option, je pense que ça nous ferait tous du bien, collectivement, d'accepter que l'autre puisse être force de proposition et que collectivement on se dit non mais c'est pas ça la solution, ou lui-même s'en rend compte et décide de faire autrement. Alors cette conférence, elle s'adresse pas aux génies, ni à ceux qui ne font jamais une rature, parce que ils n'ont pas besoin de se poser ces questions-là, mais plutôt à ceux qui du coup sont confrontés à ces situations et s'interrogent dans nos métiers ou dans nos apprentissages, qu'est-ce que c'est qu'une erreur ? Et qui décide surtout qu'on a fait une erreur ? Est-ce que c'est un enseignant, un client ? Selon quels critères est-ce qu'il juge qu'on a fait une erreur ? Dans quel contexte est-ce que et sur quel contexte qui définit une échelle de valeur? Est-ce qu'on estime qu'à cet endroit-là, il ne fallait pas faire ça? Moi, je considère que dans le processus de travail, c'est précisément parce que j'ai posé une première pierre et qu'en venant ajuster la seconde, je me rends compte que la première est mal posée et que je reviens en arrière pour la poser mieux, que mon projet progresse et devient plus fort, quoi. Si je suis tellement inhibé, et c'est souvent ce que je constate dans des écoles notamment, c'est que les étudiants ayant tellement peur d'une sanction orale, d'une évaluation négative, de je ne sais quoi, du coup préfèrent ne pas poser la première pierre et puis tourner autour en expliquant qu'en fait ils ont besoin de réfléchir, qu'ils n'ont pas compris le sujet, etc. Et en fait on ne démarre pas, quoi. C'est-à-dire qu'on va passer des fois sur des projets qui à long terme, on va passer des journées à pas avancer parce qu'il y a une sorte de refus de l'obstacle, parce qu'on imagine que on va se mouiller, on va s'exposer, on va prendre un risque qui va nous empêcher qui va nous retomber dessus, en fait, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me tracasse, et on en a encore fait l'expérience aujourd'hui dans notre atelier, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait des idées qui ont émergé dans un second temps, alors qu'au début, on se regardait comme ça,
à tâtons, sans oser se lancer. Il faut faire tomber ces barrières en fait, quoi. Il faut faire tomber ces entraves pour y aller. Et puis, une fois qu'on a pris confiance, une fois qu'on accepte de se mouiller, le projet commence à devenir concret, à exister, et voire à prendre de l'intérêt. Donc moi, ce que je considère, ce qu'on considère être une erreur a posteriori, pour moi, en réalité, c'est un essai, c'est une tentative, c'est un test. Et tant qu'on a des doutes sur ce qu'on produit, on y revient plusieurs fois et jusqu'à ce qu'on en soit satisfait. Et donc c'est plus une erreur, mais le premier jet est une sorte de référent dans un processus de recherche. Et c'est à cette première intention grâce à cette première intention, qu'on prend le virage, qu'on essaye de faire autrement. En peinture, c'est assez drôle parce qu'on a souvent, on voit apparaître des repentirs justement dans le, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est quand un peintre décide qu'en fait le bras il est mieux ici que là, et il recouvre et puis il peint le bras là et puis effectivement ça marche beaucoup mieux. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'au fil des siècles, la peinture à l'huile se mélange et des fois on voit réapparaître le bras qui était en dessous. Donc dans cette démarche, on a des outils, dans la démarche de conception, et en scénographie, nos outils, c'est des croquis, des maquettes, des plans, des références créatives, de la couleur, des matériaux, des sons, de l'image, etc. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas, effectivement, on ne peut pas démarrer, et puis dans un processus continu, tout poser d'un coup jusqu'à arriver au projet parfait. On passe notre temps à faire des allers-retours entre une technique, un matériau, un outil à un autre. Et en le faisant ça, on revient on fait une rature, on revient sur ce qu'on a fait, quoi. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais eu un gros rendu sur lequel je travaillais comme un fou. Et j'ai un graphiste l'école où j'étais, il y avait des graphistes et des architectes d'intérieur qui travaillaient ensemble, et j'avais un graphiste qui était venu me filer un coup de main. Et j'avais fait des plans hyper précis. C'est-à-dire que du coup, on sacralise notre travail. On ne veut plus y toucher, parce qu'on a passé beaucoup de temps, parce qu'on n'a pas envie de se remettre en question sur ce qu'on fait. Et donc j'avais fait des plans vraiment hyper chiadés, quoi. Et le graphiste, il a regardé mes plans, c'était un peu sec, ça, il les a pris, il les a trempés dans l'eau, quoi. Mais genre, il m'a pas dit, tiens, je vais les tremper dans l'eau, il a pris mes plans, il a trempé dans l'eau. Et donc il était 4h du matin, j'ai commencé à couler une bielle, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Et rien que cette idée de se dire, mais en fait, revenir sur son travail, c'est-à-dire de pas considérer que les choses doivent être intouchables, et effectivement ça s'est mis à dégouliner, puis d'un coup il y a une matière qui est apparue, ça a créé une espèce d'ambiance, et puis on a repris le rendu, on a tout transformé. Et ça m'a fait c'est une belle leçon en fait cette posture que j'avais adoptée d'essayer de sortir la chose la plus aboutie, la plus parfaite. Et en fait c'est l'idée, ce pas de côté qu'il avait fait avec mon boulot, ça m'avait réjoui a posteriori, mais sur le moment, ça m'avait un peu bouleversé. Alors, qu'est-ce qui nous anime dans nos métiers? En tout cas, c'est la question qu'on se pose au départ. Il y a des grandes notions là, qui apparaissent. Donc, découvrir le monde, tomber amoureux d'un métier, faire un métier qui a du sens, apprendre, participer à de belles entreprises humaines. Enfin, en tout cas, moi, ça, c'est les choses qui m'avaient motivé. Et inscrire notre travail de recherche dans les enjeux de société, ça, je trouvais ça vraiment super. D'où l'idée de travailler en scénographie, parce qu'on rencontre des chercheurs qui ont étudié, des sociologues, des historiens, tout ça. Et s'inscrire dans les questions civilisationnelles, philosophiques, politiques,
Et au final, il y a Tadao Ando, cet architecte de génie, autodidacte, qui avait dit cette phrase qui disait « atteindre par nos métiers un langage universel qui mêle géométrie et spiritualité ». Ça pose un programme d'enfer, quoi. Mais concrètement, quand on passe au quotidien, qu'on a notre petit sujet ou notre programme d'expo et qu'on se lance, et ben tout d'un coup on est beaucoup plus fragile, fébrile, et là la question qui nous anime, c'est est-ce que je vais avoir une bonne note, est-ce que je vais être lauréat d'un concours, est-ce que le regard de l'autre va être positif à l'égard de mon travail. Bref, est-ce que je vais plaire? Mais est-ce que je vais plaire selon une grille d'évaluation qui n'est pas la mienne, qui est celle de mes interlocuteurs, et qui du coup rend compliqué d'accueillir la critique parce qu'on a tellement envie de réussir. Et moi, je me rappelle les premiers exercices d'architecture d'intérieur que j'ai fait à l'école. Je suis arrivé avec mon boulot et j'avais tellement envie que mon enseignant soit content de ce que j'avais fait. Un enseignant brillant, très talentueux, qui avait une éloquence magnifique. Et il a pris mon projet, il m'a dit « Non, faut pas faire ça, regarde, fais ci, fais ça », et puis il l'a corrigé, ça, et puis il me l'a rendu. Je suis rentré chez moi, j'étais déprimé, puis je suis revenu la semaine suivante, j'avais tout corrigé dans le sens qui était le sien. Et puis lui, il avait oublié en fait qu'il avait corrigé mon travail, parce qu'il était passé à autre chose, quoi. Et puis il a repris mon boulot, et puis il a fait « Non, en fait, faut pas faire ça, faut aller dans cette direction, on reprend ». En fait, il m'a emmené encore ailleurs, quoi. Alors, je suis rentré chez moi, je dis « Ah ouais, ok, je recommence ». Et puis à la troisième semaine, quand à nouveau il avait oublié qu'il m'a emmené sur une troisième voie, là, en fait, je me suis dit « Mais en fait, c'est mon erreur ». À cet endroit-là, c'était de me perdre, c'est-à-dire d'oublier ce que je voulais, qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Je lui ai fait confiance parce qu'évidemment, il a 30 ans d'expérience, il est brillant, mais je me suis perdu moi-même. C'est-à-dire que je lui ai donné les clés du camion, et puis il m'a emmené, il m'a trimballé d'un côté, puis d'un autre, ça. Puis à un moment, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, mais vous perdez la maîtrise de votre projet, vous en êtes plus propriétaire en fait, quoi. C'est en essayant de répondre aux attentes des autres que vous vous rendez compte que c'est plus votre projet en fait, quoi. Et cette erreur-là, elle m'a bien servi. C'est-à-dire que moi je me suis dit, mais d'accord pour être perméable aux commentaires de l'autre, mais finalement c'est ma responsabilité. C'est-à-dire que le projet, c'est moi qui le porte. Vous pouvez des fois vous avez un projet, vous avez 3 profs dans la salle, il y en a un qui va vous dire une chose, l'autre autre chose, et puis le troisième, vous proposez une troisième voie, et du coup vous savez plus ce que vous devez suivre, mais parce que vous essayez de répondre à toutes ces attentes, alors que c'est vous qui portez votre création, c'est vous qui en êtes le maître ou et c'est vraiment, il me semble, important d'être à la fois perméable et en même temps en capacité de choisir, quoi, d'être son propre avoir sa propre ligne directrice dans son processus de conception, quoi. J'avais eu été confronté à la même chose avec un client sur un projet que voici, quoi, où on avait installé une exposition sur l'eau pour le PAS, c'est un musée des sciences en Belgique. Et on fait une première étape, on présente le projet, puis on arrive, je ne sais plus, 3 mois après, on représente le projet. Et entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais notre cliente a paniqué. Et quand on est arrivé, j'ai senti que ça n'allait pas du tout. Pendant 10 minutes, elle a pris la parole.
Et notre projet n'allait pas. C'est-à-dire qu'il n'était pas à la hauteur, il ne répondait pas aux attentes, il n'allait pas être suffisamment spectaculaire, impactant pour les visiteurs. Et là aussi, je me suis dit, mais alors qu'en général, je suis plutôt à essayer de tenter de satisfaire mon client, quoi. J'essaie de lui dire, d'accompagner ce qui lui convient pas, de trouver des solutions. Ça. Et là, ça me paraissait tellement tombé du ciel. Enfin, il y a quelque chose je comprends, je sais pas que du coup, je crois que c'est la première fois que j'ai dit à mon client, mais en fait, j'ai repris tout le contraire. Je lui ai dit, le projet, il est bien, il répond bien aux attentes, on a déjà travaillé ensemble, on a déjà... Et la cliente, était contente, en fait. C'est-à-dire qu'elle avait eu quelqu'un en face qui avait juste eu le répondant de lui dire, non, mais là où vous voulez m'emmener sur un territoire de votre inquiétude, j'y vais pas. Et moi, je suis convaincu, je suis suffisamment en confiance par rapport à ce que je fais pour assumer ce projet et vous dire qu'il est valable. Et là aussi, ça me semblait intéressant, quoi, sur les questions de l'erreur, c'est-à-dire que les gens s'angoissent et vont chercher dans votre démarche, dans votre projet, des erreurs, mais dont elles sont des fois pas même convaincues elles-mêmes, quoi. C'est-à-dire qu'elle est capable de revenir en arrière dans la même réunion et puis finalement partir satisfaite parce que je lui avais assumé, j'avais rassuré sur le fait que c'était le projet qu'il lui fallait, quoi. Il me semble que des fois l'erreur c'est de se tromper d'objectif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on avance dans sa conception alors qu'on est pris par des incapacités à produire un dessin, une maquette, commencer à faire des essais, à faire des. Pour moi, c'est un peu comme si vous vouliez inventer une recette de cuisine. Et puis vous sortez jamais un ingrédient, quoi. C'est-à-dire que vous passez votre temps à écrire la recette en disant tiens, je vais mettre des tomates, mettre un peu d'origan et puis mettre un peu d'ail. Et vous la racontez, mais jamais vous frottez à l'espace, jamais vous frottez à la collection, au design des choses que vous voulez mettre en scène. Et en fait, il me semble que si on se mouille, on fait des dessins au début qui ressemblent à rien, quoi. C'est-à-dire que on fait des espèces de zigouigouis. Moi, j'ai pas de talent de dessinateur. J'ai vu des gens ce matin, aujourd'hui, qui clairement étaient beaucoup plus virtuoses que moi en dessin. Mais juste y aller, donc commencer à poser des idées, et puis on vous dit tiens, si mon projet d'expo, en ce moment je travaille sur une expo pour un photographe, et puis je me suis dit ça marche bien, cette idée de spirale, et du coup je fais un deuxième croquis tout moche, hein. Enfin, je veux dire, il s'agit pas, la question juste précisément, c'est pas de savoir si son croquis il est beau ou pas. C'est juste de poser une idée et de lui donner, de lui associer une forme, et du coup de se dire cette forme c'est un espace, ou c'est un mobilier, ou c'est le support d'une œuvre. Et puis après vous prenez le plan de votre lieu et puis vous voyez si votre spirale elle peut s'intégrer là-dedans. Et je vous épargne toutes les étapes intermédiaires où ça marchait pas du tout, hein. Pour le coup, je fais un peu le contraire de ce que j'essaie d'illustrer, c'est que je prends un fil continu, mais entre chacune de ces étapes, il y a toutes mes erreurs, justement. Et puis de temps en temps, je vais puiser une image de référence parce que je voulais faire une expo avec que des tasseaux, parce que c'était pas cher et que ça me permettait de construire des choses à moindre coût, parce que le budget est tout petit.
Donc je suis allé chercher une petite soif, et puis je me suis dit, bah, tiens, mais moi, du coup, je ferais bien ces spirales-là, je ferais bien ce que vous voyez en bas à gauche. C'est une espèce de construction en tasseau pour accrocher les photos. Et puis on essaie une première fois, hop, on va chercher, tiens, mais alors du coup, je suis allé voir s'il y avait des supports d'œuvres un peu dans l'esprit d'un tréteau. Et alors du coup, je me suis relancé. J'ai d'autres contraintes. Il faut que dans cette expo de photos, on veut que les gens puissent porter les photos avant et les visiteurs les amènent eux-mêmes le jour de l'inauguration. Donc il faut qu'on puisse sortir les trucs. Et puis après, on rentre un peu plus précisément dans le détail. Je vous engage à utiliser du calque quand vous ne savez pas dessiner comme moi. C'est-à-dire que je fais un premier dessin, il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais plutôt que de le redessiner à côté en partant de rien, je mets un calque dessus, et puis je redessine donc je n'ai pas à me reposer les problématiques de perspective, de dimension, ça, je sais que le truc est à peu près juste, et par contre je change juste ce qui m'allait pas, quoi. Je gagne un temps fou, et ça permet de faire évoluer un projet rapidement. Après je fais une petite maquette, toute moche, hein, mais là aussi, c'est un outil qui me permet de rebondir, de voir si c'est vraiment ça que je voulais. Je rebondis, je recommence à faire des petits croquis qui ressemblent à rien, mais qui me permettent à nouveau de mettre mon cerveau en mouvement. Hop, j'arrive à une autre proposition. Et en fait, c'est ce cheminement-là qui est, pour moi, c'est ça un processus de travail. En tout cas, en scénographie et en architecture, design aussi, je vois, il me semble que c'est intéressant de s'appuyer sur ces outils. Et ainsi de suite. Et puis à un moment, on se dit, bah tiens, je vais passer en plan, donc je commence à poser, donc j'en suis là aujourd'hui, à poser cette spirale, et puis à poser toutes les œuvres et à regarder. Et je fais des allers-retours en permanence sur la grande échelle, la petite échelle, l'objet, l'espace, la circulation, le matériau, etc. Une autre situation auquel j'étais confronté, c'est quand en fait l'erreur elle vient de votre client. Je vous parle de tout ça parce qu'en fait je trouve ça assez intéressant d'avoir cette grille de lecture par rapport à nos métiers, parce que finalement c'est tous ces nœuds auxquels on est confronté, qu'en général on n'aborde pas parce qu'on veut donner une vision de soi qui est plutôt que positive. Moi, j'ai vachement appris de toutes ces situations compliquées, et ça me semble, en termes de transmission, plus intéressant que d'essayer de montrer que la meilleure facette de soi-même, quoi. Il arrive qu'on soit confronté à des erreurs qui ne sont pas les nôtres. C'est notre client qui en est à l'origine. Et en fait, c'est quand même la nôtre. C'est-à-dire que quand un client commet une erreur, soit vous lui dites qu'il est responsable, que ce n'est pas votre problème, et en général, ça ne se passe pas très bien. Et moi, quand un client ou une entreprise que je faisais travailler commettait une grosse erreur, ça déstabilisait l'agence, ça me faisait refaire le travail, ça me mettait en retard, ça m'obligeait à prendre rendez-vous avec mon banquier. Et en général, j'étais très en colère. Et en fait, j'avais tort. C'est-à-dire que c'est pas comme ça qu'on s'en sort, me semble-t-il. Et la bascule, pour moi, ça a été quand, en 2006, on a gagné un gros projet au Musée des Confluences, à Lyon, qui est un nouveau musée de sciences et société, et pour lequel on a gagné des expositions permanentes. Et donc c'était le plus gros projet de l'agence qu'on ait gagné. Et au bout de quelques mois, tous les marchés publics de ce musée ont été attaqués par la préfecture parce que Sarkozy venait d'arriver au pouvoir, qu'il voulait emmerder le maître d'ouvrage qui appartenait au MoDem, enfin des trucs invraisemblables.
Et on s'est tous retrouvés dans une procédure juridique qui a mis un bazar dans notre projet, dans notre activité. Enfin, moi, je dormais plus la nuit. J'avais tellement bossé sur ce truc. On nous avait annoncé qu'on allait nous virer du projet. Enfin bon, c'était l'enfer. Et moi, je me suis mis dans un état pas possible. Et je me suis juste dit, si je dis à mon client tout ce que je pense de cette situation, en fait, c'est terminé, quoi. C'est-à-dire que je m'en vais, on arrête le projet. Et du coup, j'ai gardé pour moi tout ça. Et puis finalement, au bout d'un an et demi, le MODEM a rejoint l'UMP, enfin, un truc comme si ça avait quelque chose avec notre projet. Mais c'est un fait, et du coup, Nicolas Sarkozy a dit à ses préfets qu'ils pouvaient arrêter d'attaquer tous les marchés. Enfin, tout s'est résolu, comme si, par rapport à une opération du Saint-Esprit. Et le client qui subissait cette situation autant que moi, le musée lui-même, quoi, et ben en fait, on a gardé une super relation, quoi. C'est-à-dire qu'on a été, plutôt que de stigmatiser les erreurs de l'autre, plutôt que de se mettre dans des états pas possibles, le fait d'accepter que, selon les points de vue, on est pris dans des choses qui nous dépassent, et ben ça a fait qu'on a été finalement très content du travail qu'on a fait ensemble. Donc je vous en livre quelques images. C'était une des expositions de préfiguration avant la grande au Musée des Confluences sur les rituels funéraires. Donc réfléchir à comment est-ce qu'aujourd'hui on peut envisager ce rituel en Occident. Donc il se trouve qu'il y a des gens qui se font fabriquer des cercueils assez singuliers. Vous pouvez faire commande de ce qui vous plaît. Il y en a qui ont des idées assez étonnantes, notamment en Angleterre. Et puis ça c'est la vraie, c'est-à-dire que la demande du client c'était de réfléchir au rituel funéraire à travers le prisme de différentes civilisations, de différentes disciplines, donc l'histoire, la médecine, comment est-ce que le droit, et donc on nous avait demandé de prévoir un lieu un peu pour aborder ces questions de manière où on soit bien installé, confortable, où on soit capable d'aborder cette question sans trop s'angoisser. Et donc on avait proposé cette installation avec un plafond de lumière qui, au fil de la journée, oscillait dans différentes couleurs, histoire de proposer un truc assez apaisant. Et puis après, on déambulait dans les espaces où on étudiait, enfin on présentait les rituels funéraires selon différentes civilisations, donc en l'occurrence l'Égypte antique, avec une momie. Et donc mon travail, c'était de faire des propositions de mise en scène des objets parce que le client nous disait voilà, j'ai une momie avec différentes strates. Alors moi j'ai proposé de monter à différents étages pour présenter les différentes couches qu'il y a dans une momie. On a proposé que ce qui cloisonnait les espaces, c'était de grandes tôles noires perforées, parce qu'en fait, on changeait de monde à chaque fois, on changeait de représentation du monde, représentation de la mort, et donc ces grandes tôles que vous voyez, tous ces petits trous là qu'on a tracés à partir de constellations d'étoiles, c'est l'idée qu'il y a une forme de porosité comme ça d'un monde à l'autre, du monde des vivants au monde des morts. On sent qu'il y a une présence de l'autre côté, mais on la distingue pas très bien. On sent qu'il y a un au-delà, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Une momie péruvienne où le client nous avait demandé on veut pas une plante, on n'est pas dans un labo, quoi. On n'est pas dans un hôpital, donc c'est de trouver une dimension un peu sensible de la mise en scène, quelque chose qui
qui ne donne pas tout à voir. C'est aussi une question qu'on s'est posée aujourd'hui dans l'atelier, c'est-à-dire on n'a pas envie forcément de tout découvrir d'un coup, on a envie de sentir qu'il y a un objet, mais c'est pas une sculpture, donc le fait qu'elle soit dans la pénombre, c'est possible. Et en plus, c'est pas un objet. Pareil pour une sépulture d'Europe de l'Est, qu'on découvre pas tout de suite, on la découvre parce qu'elle est d'abord dans un miroir, et après on peut les s'asseoir à droite et à gauche pour lire les informations qui en détail, qui précisent un peu la raison d'être de cette sépulture. Et puis on a fait toute une partie sur l'origine de la vie, donc en croisant les représentations scientifiques, donc la paléontologie, avec en face des représentations peut-être symboliques, religieuses, de qu'est-ce que c'est que l'origine de la vie, l'origine de l'univers, donc des représentations de divinités faites par des... à gauche, c'était 3 personnages en cire représentant des hominidés, donc voilà, nos cousins. Et puis de temps en temps, en scénographie, on vous demande une petite installation parce que les clients, ils ont envie, en l'occurrence, de parler de l'apparition de l'eau sur Terre comme une sorte de préalable à l'apparition de la vie. Mais il n'a pas d'objet, il n'a pas de collection, il ne sait pas comment le raconter. Et plutôt que de l'écrire, il demande au scénographe de faire une proposition, une installation qui à la fois une dimension un peu poétique, un peu onirique, et en même temps qui puisse se référer à cette installation pour étayer leurs propos. Et donc moi ce que j'ai proposé, c'est qu'on colle au mur 2500 billes de verre et qu'on projette avec un vidéoproche des pixels sur chacune de ces billes de verre qui du coup ruissellent. C'est-à-dire que du coup ces pixels sont animés et ruissellent le long du mur, et les visiteurs traversent un moment cet espace pour arriver pour remonter le temps en fait, et indiquer que là, à cette époque-là, il s'est passé ça, quoi. Et que l'apparition de l'eau sur Terre a permis l'apparition de la vie. Ouais, je passe un peu sur ce qu'on a fait sur place, quoi. Je vous donne un dernier exemple de ce que j'ai fait à l'agence. On a travaillé avec un syndicat de la métallurgie qui nous disait, nous, on a envie que les jeunes s'intéressent et aient envie de travailler dans les métiers de la métallurgie. Et du coup, est-ce que vous pouvez mettre en scène un espèce de dispositif itinérant qui irait de collège en collège expliquer l'intérêt qu'il peut y avoir à travailler dans ces métiers. Et donc on avait travaillé sur ces caravanes qui s'appellent des Airstream, qui sont des vieilles caravanes américaines tout en métal, qui allaient bien avec le thème de la métallurgie. Et on les a aménagées. Et pour les aménager, on a fait appel à une entreprise vraiment pas chère, quoi. Mais alors, pas cher à un point... Et en fait, grave erreur. C'est-à-dire que l'entreprise, elle était à bout de souffle et elle était prête à tout pour remporter un marché. Et donc, moi j'avais un client intermédiaire, une agence qui m'avait sollicité pour faire ça. Et c'est lui qui négociait les prix. Et je lui ai dit, mais attention, il me semble que cette entreprise, on a été visiter ces locaux, les locaux étaient très bien, sauf qu'ils étaient vides, il n'y avait personne qui travaillait là-dedans. Et ça me semblait un peu préoccupant, mais comme il était vraiment pas cher, et ben du coup l'intermédiaire a choisi de travailler avec lui. Et ça a été un enfer. C'est-à-dire que du coup, si vous choisissez le moins 10 ans, si vous tenez pas compte d'autres paramètres que cela, vous prenez un risque. En l'occurrence, les derniers 3 jours, j'ai dû dormir sur place pour être sûr que le travail se faisait, quoi. Parce qu'en fait, ils avaient plus de
ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient plus de moyens techniques, ils n'avaient plus de personnel pour le faire. Et donc, voilà. C'était juste une petite expérience qu'on a eue assez désagréable sur la façon de choisir une entreprise. Donc ça, c'est la caravane avant aménagement, et ça, c'est après. Et l'idée, c'est que, en l'occurrence, c'était on travaille sur écran, quoi, où les enfants venaient dans un dispositif interactif comprendre en fait quels étaient les métiers, les débouchés qu'il pouvait y avoir dans ces métiers-là. Ça, c'est la deuxième Airstream qu'on a faite, qu'on a aménagée avec les enfants installés. Voilà, ça c'est ça c'est toutes les erreurs que j'ai faites, non pas toutes d'ailleurs, j'en ai fait beaucoup d'autres mais je ne les ai pas présentées, mais ça fait partie des aventures qu'on a eues parfois malheureuses à l'agence. Tous mes confrères ont eu des aventures malheureuses. Hein. Je pense qu'on n'est pas... en discutant avec eux, on a tous des anecdotes. Sauf que, en général, on ne les partage pas. Moi, j'avais envie de les partager avec vous. En 2019, j'ai décidé que je voulais changer de trajectoire de vie. Et donc, avec ma compagne, qui est psychologue, on a monté un projet d'accueil pour des artistes et des personnes en souffrance psy, donc des gens qui viennent d'institutions psychiatriques ou simplement des gens qui, sur le territoire ou ailleurs, ne vont pas très bien et ont besoin de rebondir, de se ressourcer, de penser à autre chose, de voir la vie autrement. Et donc on monte des projets de création pas très loin, sur le plateau de Millevaches, derrière, entre Émoutier et Aubusson, et Bourganeuf, pardon. Et donc on est venu en 2020, on a acheté en 2021, ce qui est entouré là à cet endroit-là, et l'idée c'est qu'on puisse héberger des gens autour de projets de création. Alors ça prend des formes très diverses. Soit des gens viennent parce qu'ils ont un projet, soit ils viennent parce qu'ils ont envie de participer à un projet. Et en tout cas, tous sont soit concernés par la souffrance psy, ou alors ont envie ou s'y intéressent et ont envie de participer à ça, et ont envie de rencontrer des gens qui sont dans des situations parfois très difficiles. Et donc on travaille en collaboration avec l'hôpital psychiatrique, avec ce qu'on appelle des groupes d'entraide mutuelle. C'est des associations ce sont de centres sociaux pour les personnes qui en général sont concernées par la psychiatrie. Et soit c'est nous qui proposons des projets, soit les artistes eux-mêmes disent voilà, je travaille sur cette question, est-ce que ça vous intéresse? On va chercher des sous par des subventions, et puis on essaye de monter ça. Donc ça fait 2 ans qu'on a commencé à accueillir. Et on peut héberger une douzaine de personnes, donc soit dans le bâtiment de droite qui est là, où il y a 11 lits, soit dans ce petit nid là, qui est un ancien four à pain. Et on a aménagé cette salle, enfin ce bâtiment, cette grange, qui était comme ça, pour pouvoir la transformer en faire ça, pour que ça soit une espèce de laboratoire. Pour que les gens puissent venir expérimenter des choses, les présenter, enfin voilà, tout est en fait c'est assez ouvert, quoi. Il n'y a pas beaucoup plus de critères que ceux que je vous ai déjà énoncés, et on essaye de faire vivre le lieu. Donc on est plutôt très content de la façon dont ça a été accueilli, parce qu'il y a déjà une sensibilité sur le territoire qui fait que le monde associatif, les questions politiques, les questions sociales sont prises en charge par les gens qui vivent là. Et ça, du coup, on a été soutenus. On est content des propositions artistiques, parce qu'en fait, ça fait
y a une entrée qui fait que les gens qui viennent, en général, ont des choses à dire et ont une forme de générosité, moi, qui m'émerveille. Et on a accueilli des publics concernés par la psychiatrie. Et moi, j'ai découvert ça parce que je ne suis pas issu de ce... Enfin, j'avais pas d'acquaintance ou de lien à ça, mais ma compagne, elle est psychologue, elle travaillait à Prison Fleury-Mérogis à Paris, et voilà, ça a été le point de rencontre. Enfin, c'est monter un projet ensemble, ça voulait dire associer ces deux disciplines, ces deux champs disciplinaires, et j'avoue que je suis très content de ce que je vis, quoi. C'est-à-dire des gens qui viennent, qui sont comme ça, et puis qui au bout de quelques jours acceptent de relever la tête, de s'ouvrir, de sourire, de partager un projet, et sur des toutes petites choses, voilà, moi, il y a une espèce d'émerveillement que je trouve vraiment super. Et donc maintenant je fais des petites expos po, et avec en l'occurrence un peintre qui est une personne qui a passé du temps en hôpital psychiatrique, et dont le frère a proposé la collection. Donc lui est décédé, l'artiste est décédé, mais il a proposé qu'on fasse la première exposition autour de son travail. Donc c'est un accrochage, hein, mais ça a été, oui, c'était de belles rencontres. Ensuite, on a deux céramistes qui sont venus travailler, faire un workshop chez nous, qui ont proposé des ateliers. Donc on a pu inviter les publics dont je vous parlais tout à l'heure à y participer. Et sont restés plusieurs jours à plusieurs reprises, quoi. Ça, c'est l'atelier dans lequel on peut faire de la poussière. Et on s'est équipé d'un four pour pouvoir cuire les pièces. Ça, c'est une autre expérience qui a été faite également par des céramistes. Sur le plateau de Millevaches, il y a une association qui s'appelle Par la Racine, qui est une association qui, justement, essaye de repenser les questions de mort et de rituels funéraires. Et cette association est venue faire des ateliers sur les objets, sur les urnes funéraires. Donc ils ont repensé qu'est-ce que c'est qu'une urne funéraire et si on la réinventait. Et elles ont souhaité, plutôt que de la cuire dans le four, elles ont souhaité faire un four à papier, donc une espèce de tipi avec des couches de papier glacé et de terre, et on met le feu, on lance la cuisson en dessous, et puis à la fin tout s'écroule, etc. C'était une expérience dont elles étaient très contentes, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est l'atelier que j'ai écrit pour l'hôpital de la Saint-Vaury à côté de Guéret, où on a proposé une recherche sur un projet qui s'appelait Paysage intérieur, paysage extérieur. C'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'était de s'interroger sur ce qui se passe entre notre intimité, ce qu'on a en nous, et la projection, de se dire j'ai envie de sortir, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie de découvrir un ailleurs, et notamment pour les gens qui sont en situation psychiatrie compliquée, c'est très délicat cette question, c'est-à-dire que le monde est devenu leur monde intérieur est difficile à vivre, le monde extérieur est assez hostile, et du coup il y a une grande difficulté comme ça à passer de l'un à l'autre. Et donc pendant 9 ateliers, on a réfléchi à ce qui nous anime, à ce qui nous met en mouvement, et on a fabriqué, donc on a été chercher déjà un bâton, une sorte de bâton de marcheur, un bâton de pèlerin, on était en forêt, chercher le bâton. Après on l'a customisé pour chacun y mettre, l'investisse comme il le souhaitait.
Et puis on a travaillé ensuite avec des intervenants. Donc il y a une danseuse qui est venue, c'est cet atelier-là, qui a réfléchi à qu'est-ce que ça signifiait de se mettre en mouvement, à commencer à sortir d'un lieu, à y rentrer, à ce que le corps s'agite. On a fait intervenir un binôme qui propose des promenades, des marches. Et c'était un peu l'apothéose de tous les ateliers, c'est-à-dire que de proposer une circulation sur le plateau avec le bâton, et puis pareil, de s'interroger sur qu'est-ce qui se passe quand je me mets en mouvement, qu'est-ce que je vis quand je sors, quand je m'aventure à des endroits où j'ai pas l'habitude d'aller. Et voilà. Et ça s'est terminé. Nicolas, je sais pas s'il est là, mais est venu à cette. Nicolas Gautron est venu à la restitution qu'on a faite de ces différents ateliers pour témoigner en fait de ce qu'on avait vécu et de ce qu'on avait à partager. Et comme on vient de commencer, j'ai pas beaucoup d'erreurs à partager, mais ça va venir. Je vous ferai signe quand on les aura identifiés. Voilà. Je vous remercie. Ça marche? Oui. Merci Mithia, c'était riche d'erreurs, d'enseignements, de rebondissements aussi. Ce dernier projet, je trouve, est passionnant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce qui a été dit ou sur d'autres points de la carrière de Mithia, sur ce qu'il nous a présenté ce soir? Vous avez fait quoi comme études? J'ai fait je crois que maintenant ça s'appelle un master, j'ai fait une école d'architecture d'intérieur. Peut-être plus pour élargir, en tout cas chez mes confrères, dans le milieu de la scénographie, il y avait des designers, il y avait des architectes, il y avait des architectes d'intérieur. En fait, il y a juste qu'il y a un moment où il faut se coller à savoir dessiner des plans. Après, le reste, pour moi, il y a le dessin, ça j'en ai parlé, mais techniquement, il y a un moment où on se dit ok, faut que j'implante spatialement une expo, et donc je récupère des plans d'architecte et je mets mon expo là-dedans, quoi. Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais bien savoir quel a été votre tout premier chantier ou mission en scéno. Comment vous avez obtenu une première mission? Est-ce qu'on vous a demandé une certaine légitimité ou... C'est une très bonne question, parce que effectivement, les projets de scéno, en général, en tout cas, quand c'est autre chose qu'un simple accrochage, mais quand il s'agit d'exposer une collection, ça descend rarement en dessous de 50 000 €, parce qu'il faut dessiner des vitrines, parce qu'il y a un mobilier. Et donc les musées sont assez réticents à donner les clés à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Et grosse erreur, moi j'ai arrêté je me suis mis en indépendant au bout d'1 an après mes études. Et donc quand j'ai appelé les musées, ils me regardaient, ils me disaient mais c'est quoi votre book? Enfin, montrez-moi ce que vous avez fait ou ce à quoi vous avez participé. Et j'avais travaillé que 1 an chez un scénographe
Et puis j'en étais parti parce que ça se passait pas bien. Et au lieu d'aller travailler chez d'autres scénographes, je me suis dit, bah allez, je me lance, quoi. Et du coup, ça marchait pas, quoi. Et puis, il se trouve que j'ai fait une rencontre avec Marine Clapiche à l'occasion d'un vernissage d'expo. On s'est super bien entendu, et puis on s'est dit, mais pourquoi on travaille pas ensemble, quoi. C'était une fois, 2 fois, etc. Et du coup, on a décidé de s'associer. Et il se trouve qu'elle avait 4 ans ou 5 ans d'expérience en agence, quoi. Donc la légitimité venait d'elle, et le boulot, ensuite, on se l'est partagé. Mais le premier chantier d'expo qu'on a remporté, on n'a pas les automatismes, quoi. C'est effectivement, il y a un moment, il y a un apprentissage qui, à mon sens, ne peut pas être suffisant à l'école, et qui nécessite d'aller se former chez un patron, entre guillemets, quoi. Et moi, je me rappelle la première réunion de chantier que j'ai faite, où sur la première expo, parce que Marianne avait travaillé sur autre chose, donc je me suis retrouvé tout seul avec le client et les entreprises. Et en fait, tout le monde me regardait en me disant, bah, allez, mais tiens là, c'est à toi d'animer le truc. Et en fait, on mesure pas bien au début, quoi, que c'est vous le chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il faut donner comme indication, qu'est-ce qu'il ne faut pas donner, il y a une temporalité du processus de mise en œuvre de la fabrication, etc. Et donc, les premières expos, j'ai bossé, mais comme un malade, pour rattraper un peu le temps que je n'avais pas consacré à apprendre le métier chez un patron. Okay. J'ai souffert. Merci. Alors, le temps que je me déplace pour passer le micro, j'ai une question justement dans la même veine, c'est-à-dire, est-ce que dans votre cursus, il y avait des stages à effectuer? Et si oui, quel type de stage vous a le plus servi ensuite dans votre métier? Moi, à l'époque, les stages étaient moins valorisés qu'ils ne l'étaient aujourd'hui, et moi, je préférais aller voyager à l'étranger. Et du coup, effectivement, j'ai peu bénéficié de ça. Donc, heureusement, j'ai réussi à trouver une voie qui me plaisait, mais je pense que pour les étudiants, enfin, c'est tellement l'occasion d'aller se frotter à des métiers auxquels on n'a pas accès ou qu'on découvre en les pratiquant, que effectivement, je vous engage vivement à ne pas faire ce que j'ai fait, quoi. Est-ce que vous pensez que les musées à petit budget ou à moyen budget réfrènent les scénographes, enfin fait peur aux scénographes? Qu'est-ce que vous voulez dire, fait peur? Fait peur, c'est le manque de moyens, enfin le manque. Non, mais les eh ben, en fait, c'est pas tant. Moi, j'ai fait des toutes petites expos. Enfin, parmi celles que je préfère, il y en a des toutes petites. Et même dans notre lieu, des fois mon intervention elle est minime, mais c'est tellement, pour moi, c'est tellement lié au contenu et à l'histoire, à la tranche de vie, à ce qui s'y passe que c'est pas la taille en fait qui importe. En revanche, le problème c'est que quand il y a des tout petits budgets, en général il y a des tout petits honoraires et qu'on s'épuise parce que une petite expo ça peut être un travail quand vous avez 200 pièces à exposer, même si c'est une toute petite structure, faut quand même consacrer un temps à la collection, consacrer un temps à leur mise en place. Hein. Et vous travaillez pour la gloire, quoi. Mais si c'est possible, pourquoi pas, quoi. Après, c'est compliqué parce que les musées, c'est pas ceux qui ont même les musées de territoire, c'est pas ceux qui ont le
le budget le plus extensible du monde et surtout qui va en s'améliorant, quoi. Non, ça ne va pas en s'améliorant, effectivement. Et je pense que c'est intéressant de se diversifier. C'est-à-dire que de se dire que certains travaux vont permettre de financer d'autres, ou vous permettre de tenir, d'accepter des marchés qui vous intéressent, mais que vous n'auriez pas accepté s'il fallait vivre, se rémunérer correctement avec eux, mais du coup, comme vous avez autre chose à côté, ça vous permet éventuellement de les accepter, quoi. Est-ce que vous êtes touché dans votre métier aussi de scénographe par aussi maintenant toutes les questions de la durabilité et aussi de l'éco-conception, etc. Je pense que les musées ont mis beaucoup de temps à prendre la mesure du problème. En tout cas, quand j'ai démarré, c'était évidemment, personne ne s'en souciait. Ça commençait à poindre, mais je pense que les musées faisaient comme si c'était pas concerné, quoi. Ou comme s'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et effectivement, il y a des contraintes assez fortes, c'est-à-dire que la question de l'unifugation des matériaux que vous utilisez, c'est-à-dire qu'ils doivent être classés pour pouvoir accueillir du public, fait que vous ne pouvez pas faire de la récup. Vous pouvez pas, vous pouvez pas récupérer des matériaux qui ont été utilisés par une entreprise, revendus et récupérés. Alors que ça, c'est des matériaux qui sont classés, mais le processus par lequel vous accédez au produit fait que vous n'aurez pas le tampon, quoi. Vous n'aurez pas ce qu'il faut pour justifier de leur classement. Et du coup, ça c'est un vrai problème. Il y a un autre souci, c'est que on veut une vitrine sur mesure, vous faites fabriquer une vitrine aux dimensions, et puis quand l'expo est terminée, en général la vitrine elle part à la benne, quoi. C'est qu'il y a très peu de récupération. Alors sur le verre ça commence à se mettre en place, mais doucement, hein. Enfin, moi j'ai vu des trucs, on n'en revenait pas, du gâchis des matériaux, quoi. Dans l'événementiel, je n'en parle même pas, quoi. Ça n'intéresse personne. Mais oui, je pense que ça commence à émerger. Il y a des musées qui commencent à dire... alors, il y a ceux qui font un peu du greenwashing, qui simplement vous demandent d'intégrer ça dans votre proposition. Mais de mon point de vue, c'est au musée aussi d'initier des process de fabrication, d'imposer aux scénographes des process de fabrication ou des méthodes pour acquérir des matériaux biosourcés ou des moyens de récupération. Par exemple, le verre, effectivement, on peut le récupérer puisque le problème du classement ne se pose pas. Mais c'est lent, quoi. C'est pas une évidence. Merci. Juste en parallèle, je voudrais connaître le nom du lieu que vous avez mis en place. L'association s'appelle La Broussaille. D'accord. Si vous nous envoyez un mail à contact@labroussaille.org, on peut vous inscrire sur la newsletter de nos activités, si ça vous intéresse. Et c'était dans quelle ville? Dans quelle ville? Oui. On parle de ça, hein, on parle de ce qu'il y a. Oui. On n'est pas dans quelle ville, quel village? Ouais, c'est à côté de Péral-Château, c'est entre Émoutier et Bourganeuf, je sais pas si. Oui, très bien. Merci. Mais c'est un petit hameau au milieu de la forêt, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, Mithia, je vous remercie. Merci à vous. Et bonne soirée à tous. Merci.